Formation d'une solution et modification des propriétés du solvant, niveau licence de chimie, prérequis polarité des molécules, notion d'électrostatique, diagramme d'état, bibliographie Polarno, chimie physique, JFLM 1. Les solutions sont très courantes, les mélanges sont beaucoup plus probables que les corps purs et il existe des solutions solides, liquides, gazeux. Le passage en solution. Alors une dissolution, c'est une séparation des entités d'un solide sous l'effet d'un solvant. Or, la cohésion ionique pour les composés ioniques est très forte, elle est de l'ordre de 600 kJ par mol, et il faudrait normalement plusieurs centaines de degrés, alors 800 degrés pour se dissocier NaCl à l'état solide. Pourtant, dans l'eau, il se disloque à température ordinaire. Alors à ça, il y a deux causes. La première cause, c'est que la perméabilité, la permittivité diélectrique du vide de l'eau est telle que le epsilon R vaut 80, ce qui signifie que la force est 80 fois plus faible que dans le vide. Du coup, la force d'attraction étant divisée par 80, le cristal est déjà très fragilisé. Du moins là où il est en contact avec l'eau, pas à l'intérieur du cristal. Deuxième cause, l'ion est solvaté. Et le travail des forces dipôle-ion, quand toutes les molécules d'eau se mettent autour de l'ion, eh bien, ça fait un dégagement d'énergie, puisqu'il y a formation de liaison, ça libère de l'énergie, et c'est exothermique. Donc cela stabilise le système, et ça éloigne les ions les uns des autres, et ça les empêche de se recombiner facilement pour recomposer le solide, du moins tant qu'on est à une température suffisante. Aspect thermodynamique. Donc on peut avoir une dissolution, c'est tout d'abord une ionisation, puis ensuite une dispersion et ensuite une solvatation. Alors si on a une liaison ionique, il n'y a pas la première partie d'ionisation puisque c'est déjà fait, et donc il y a juste l'eau a juste pour rôle déjà de séparer les entités chimiques et ensuite de solvater. Quand on a une liaison covalente ou donc qui est polarisée, il y a un premier travail d'ionisation de la molécule avant la dispersion et la solvatation. Alors on peut dessiner sur un diagramme d'énergie donc l'énergie initiale du composé, et la première partie de ionisation-dispersion est une partie endothermique puisque on casse des liaisons. Donc cette partie-là nous amène à un certain niveau d'énergie, et par contre la solvatation va, elle, être exothermique, et selon la quantité d'énergie libérée par cette solvatation, eh bien la réaction globale de dissolution va se retrouver soit athermique, soit exothermique, soit endothermique. Alors elle sera endothermique avec une variation d'enthalpie, enfin une enthalpie de dissolution qui est positive, soit quasiment athermique, c'est le cas du sel. Alors oui, pour le premier, c'était le cas par exemple du chlorure d'ammonium. Et et si on met par exemple de la soude, eh bien la solvatation dans ce cas libère une énergie tellement importante qu'au final on se retrouve exothermique. Cas de l'ion hydronium. Donc l'ionisation, comme on a dit tout à l'heure, n'est pas systématique car certains solutés sont déjà ioniques, mais par exemple, certaines molécules comme le chlorure d'hydrogène doivent, avant de se dissocier, tout d'abord s'ioniser. Alors c'est-à-dire s'ioniser, c'est-à-dire que les molécules sont encore liées, mais le doublet électronique se place sur l'élément le plus électronégatif. Et ensuite, quand on arrive à ce stade, eh bien, il y aura réaction avec les molécules d'eau pour pour récupérer le proton qui était déjà un petit peu isolé ici, pour faire l'ion hydronium H3O+, et le Cl- et l'ion Cl- en solution aqueuse. En raison de sa petite taille, le proton crée un champ intense et il va former un hydrate H3O+, N H2O, que l'on note généralement H3O+, voire même H+, quand on veut simplifier les écritures, mais un proton tout seul, c'est juste une écriture facilitée. En réalité, le proton est toujours entouré de molécules d'eau. Cet ion rend les solutions très conductrices,
alors qu'en fait il est assez gros. En fait, il y a la théorie de Grotius, explique qu'en fait il n'y a que le proton qui bouge, et voire même il n'y a que le doublet électronique qui bouge, et ça donne l'impression que un proton se déplace, mais en fait les molécules d'eau ne se déplacent pas, et c'est ça qui le rend particulièrement conducteur. Solubilité. Certaines solutions peuvent avoir des proportions solvant-soluté quelconques, mais pas toutes. On définit ainsi la solubilité, qui est la masse de soluté maxi qu'il peut y avoir dans la solution, rapportée au volume de la solution. Alors elle dépend de la structure. Lorsque les formes et les interactions sont semblables entre la solution, les molécules de solution et les molécules de soluté, eh bien ça favorise la solubilité. Par exemple, eau-éthanol, la solubilité est totale, grâce notamment aux liaisons hydrogènes que l'éthanol est capable de former. Eau-sel, là on a une interaction ion-dipôle, donc la solubilité est partielle, ce qui fait que quand on dissout du sel dans l'eau, on va assez rapidement atteindre une limite. Enfin, on peut quand même en mettre 350 grammes environ par litre. Et enfin, l'eau et l'huile, la solubilité est quasiment nulle parce que les interactions sont de nature très très différente. Pour l'huile, il s'agit d'interactions de Van der Waals de type London. Et pour l'eau, qui est une molécule polaire, il va s'agir de liaisons hydrogènes. En fait, les liaisons qui s'établissent entre les molécules d'eau sont tellement intenses par rapport aux molécules par rapport aux liaisons qui peuvent intervenir entre l'eau et l'huile, que les molécules d'eau vont rester ensemble et empêcher les molécules d'huile de former des liaisons avec elles, ce qui explique la non-miscibilité de ces deux solvants, enfin la non-miscibilité quand ils sont en quantité à peu près similaire, et la solubilité quasiment nulle, même si on met un petit peu d'huile dans l'eau, il y en aura très très peu. Alors, l'influence de la température. D'après la loi de Châtelier, une réaction endothermique, c'est-à-dire qui consomme de l'énergie, va être favorisée par une température élevée, parce que donc le système réagit de manière à limiter la variation des paramètres qui changent. Donc si la température change, il tend à récupérer de l'énergie dans le système pour limiter cette hausse de température. Donc la température élevée, dans ce cas-là, une température élevée pour un composé endothermique va favoriser la solubilité, puisque la dissolution va dans le sens de la loi de Châtelier. Par contre, pour une réaction exothermique, c'est tout l'inverse, puisque quand la température augmente, la solubilité diminue. Diagramme d'état. À pression constante, la température d'ébullition augmente par rapport à l'eau pure. Alors on a ici un diagramme d'état, donc un diagramme pression-température, dans laquelle on voit donc les formes, les courbes bien connues pour l'eau pure. Et quand on rajoute un soluté, eh bien on voit que la température, donc ça on raisonne à pression constante, la température d'ébullition augmente et la température de fusion diminue. Alors on peut le comprendre instinctivement en disant que, en ce qui concerne la température de fusion, eh bien le soluté gêne la formation du cristal, puisqu'il ne s'insère pas dedans logiquement, et donc il va falloir une température plus basse pour pouvoir parvenir à former le cristal. Et d'ailleurs ça va même faire un palier, enfin ça va ne pas former de palier de température, puisqu'il va falloir une température de plus en plus basse pour continuer à former le solide, puisque la solution qui reste, enfin le liquide qui reste devient de plus en plus concentré. Oui, parce que le cristal, par exemple l'eau pure, se forme en intégrant finalement le moins possible d'ion sodium et d'ion chlorure, puisqu'ils n'ont pas leur place dans ce cristal. Et donc ce chlorure de sodium qui va rester va être en concentration de plus en plus grande,
et ainsi la température est de plus en plus basse pour pouvoir faire le changement d'état. Par contre, la température d'ébullition augmente. Alors on pourrait comprendre le phénomène en notant que le soluté occupe une partie de la surface qui est à la surface libre du liquide. Tous les emplacements qui sont occupés par ce soluté sont des emplacements disponibles en moins pour que les molécules d'eau, les molécules du solvant, puissent, ayant acquis assez d'énergie, passer à l'état gazeux. Et c'est pareil, plus le temps passe et plus les molécules, les entités de soluté sont importantes à la surface et font un couvercle de plus en plus important en proportion. La loi de Raoult permet de décrire ce phénomène. Donc l'écart de température entre la température d'ébullition de l'eau pure et la température de la solution est proportionnel à est directement proportionnel à la quantité de soluté par kilogramme de solvant. Alors par contre, dans cette loi, on raisonne en termes de molalité, c'est-à-dire en mol de soluté par kilogramme de solvant. Ça permet de s'affranchir des problèmes de variation de volume du soluté par dilatation lorsque la température change. Quand on avait 1 litre de solvant, eh bien, quand ça chauffe, on n'a plus forcément 1 litre de solvant, mais par contre, si on avait 1 kg de solvant, même si ça chauffe, on a toujours 1 kg de solvant.